Moi, je m'appelle Franck Mouget, je suis coordonnateur général du Bateau Ivre, qui est une coopérative culturelle et qui participe, enfin, en tout cas, qui a nettement participé à faire venir le festival des Utopies réelles ici. Vite fait, pour la petite histoire, il y a un film qui a été créé sur le Bateau Ivre, l'Utopie en chantier. Ça a été projeté à l'époque à l'endroit où vous faisiez le festival à Hendaye. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça, et puis il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu voilà, des vibrations, du lien, de l'amour. Et du coup, voilà, ne se sentant plus s'expanser ou s'émanciper à Hendaye, on les a attirés à Tours, au Bateau Yves l'année dernière, et puis aujourd'hui au studio, et puis certainement vous voguerez dans plein de lieux différents. C'est ce que je vous souhaite. Du coup, en parlant de lieux, ça fait un peu l'intro. Il y a beaucoup de similitudes entre nous, ce qu'on a vécu au Bateau Ivre, et ce que les sirènes vivent là-bas à Dieppe. Et voilà, il y a une histoire de lieu en fait. Oui, c'est une histoire de lieu et qui est même assez symbolique pour Nicolas Bélenchon, donc le patron aka Diva Beluga, qui s'est installé au Rex, qui était un ancien cinéma de Dieppe qui a fermé, qui était le cinéma de son enfance. Donc, comme c'est un Dieppois pur jus, il y a eu d'autres raisons à la création de ce lieu. L'une d'elles, il l'a un petit peu raconté, son agression en 2018, je crois. Et aussi parce que c'était le cinéma de son enfance et qu'il ne voulait pas que ça devienne une banque ou une assurance ou quoi que ce soit. Donc il a voulu en faire un lieu artistique. Et il s'est un petit peu battu un peu tout seul au départ pour ouvrir encore une fois un cabaret drag queen dans Dieppe, c'est 30 000 habitants, c'est une ville de pêcheurs, donc ça n'avait rien à faire là, a priori. Ouais, donc il y a vraiment la question du lieu comme symbole, du foncier aussi, dans l'urbain, dans les villes qu'on connaît, et puis de s'accrocher comme ça à la mémoire d'un lieu qui est lié à lui enfant. Mais ils en ont quand même fait autre chose, quelque part. Ils ont continué l'activité culturelle et artistique, si on peut dire. Le cinéma, oui, le cinéma est une forme artistique, mais je veux dire, ils ont amené du vivant, quoi. Ouais, surtout, les gens ne comprenaient pas forcément au départ que c'était un lieu artistique. Ils pensaient plutôt que c'était une boîte à striptease. Enfin, on partait vraiment de loin. Ils avaient des lettres de menaces. Avant l'ouverture, il y a eu quand même tout un préalable qui était compliqué. Mais ce qu'il avait décidé de faire, lui, surtout, c'est qu'il ne voulait pas que ça soit un lieu communautaire. Donc évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus, soit des gens des plus jeunes qui se posaient des questions sur leur sexualité, soit même des gens assez seuls, finalement, qui se disaient qu'ils allaient être dans un endroit où ils n'allaient pas être jugés. Mais il a voulu ouvrir ça au maximum, et c'est vrai que l'endroit est un endroit assez populaire, où vraiment il y a toutes sortes de gens qui viennent. Il y a des comités d'entreprise, des EVJF, des observateurs de vie de jeunes filles ou de jeunes hommes. Le seul public qui vient pas trop, c'est un peu les abonnés de la scène nationale avec laquelle ils essaient, eux, de travailler. Je sais qu'ils ont en projet de faire un show drag queen avec de la musique baroque pour que les deux lieux conversent un petit peu. J'ai très envie de voir ça. Mais effectivement, il y a un public très divers et il a surtout voulu que ce soit un lieu vraiment populaire, un lieu de fête. Par ailleurs, lui est aussi intéressé par le drag que par l'univers du cirque. On le voit un tout petit peu, il y a du ruban aérien et des choses comme ça. Donc lui voulait vraiment ouvrir le lieu et il a écrit dans l'entrée du cabaret une phrase de P.T. Barnum qui dit c'est l'art le plus noble est celui de rendre les autres heureux. Donc c'était ça l'idée. Ça marche pas mal. Je trouve que ce lieu respire la joie, l'humour, la résistance aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce film, puisque tu l'as vu en amont, on en avait parlé. Oui, J'aimerais je bien l'ai vu avoir ton avis un peu aussi sur ce lieu communautaire, sur ce lieu de résistance, cette expérience humaine qui est quand même assez époustouflante. Je trouve ça chouette déjà de faire un film sur un cabaret qui n'est pas parisien ou pas d'une grosse métropole, parce que c'est ce qui est le plus représenté médiatiquement aussi, parce qu'il s'y passe plein de choses très bien. Mais je trouve ça bien de montrer, en fait, il y a plus de cabarets en province qu'à Paris. C'est important de montrer ça. Et après, oui, sur l'histoire du lieu, forcément, je me retrouve. Moi, j'ai pas de lieu, on a des cabarets itinérants. Mais c'est un grand tour de force, même maintenant, et surtout sur la période actuelle, de faire vivre ces lieux-là, au-delà de la question de la culture alternative et de la culture tout court, qui est en danger, mais nos espaces
où on offre à voir des personnes minorisées, donc toute la communauté LGBT, les personnes racisées, etc., sont quand même cibles de beaucoup d'attaques ou autres. Et donc ces lieux sont indispensables pour nous, d'une première part. Et c'est à peu près tout. Non, je trouve ça vraiment super de valoriser en fait cette culture-là. C'est-à-dire que c'est un lieu en centre-ville qui propose une culture alternative. C'est ça, et c'est en plein centre, c'est pas à la marge aussi. Voilà, c'est intéressant un de lieu par cette intermédiaire. situation. On n'est pas une scène nationale, mais ça existe. C'est artistiquement exigeant. On l'a vu, il y a des exigences quand même de répétition, des exigences de présence, des exigences... Alors après, on verra sur les problèmes économiques, on reviendra plus tard. Mais... C'était un peu brinque-ballon au début. Et juste ce que je voulais dire, pour pas oublier, pour rebondir, la police de Dieppe est très attentive au lieu. Là, lorsqu'il y a un incident, ils sont là, ils arrivent en 2 minutes chrono. Et le patron m'a dit qu'il les protégeait énormément et surtout, ils lui ont dit qu'après 3 ans d'existence, le nombre d'agressions homophobes à Dieppe avait diminué drastiquement. Donc c'est impossible de savoir si c'est grâce au lieu, mais c'est fort possible. Ça a dû y participer, je pense, activement. En tout cas, c'est actif. Mais si on revient sur la question des lieux, c'est quand même vachement intéressant quoi, de partir d'un lieu. Ils sont propriétaires, c'est ça? Alors, ils sont locataires et en plus, au moment où on se parle, ils sont en train de déménager, mais toujours en centre-ville, parce qu'ils ont eu un petit problème de voisinage. Ouais. Comme quoi, mais bon, déjà pour dire qu'ils sont toujours là depuis qu'on a fait le film, mais au moment où on a tourné, ils étaient en grande difficulté. Ils étaient vraiment. On nous avait dit dépêchez-vous de tourner parce qu'on va peut-être mettre la clé sous la porte. Il y avait des alternatives. Alors, puisqu'on parle des lieux, il y a des images qu'on n'a pas gardées à l'arrivée, mais il avait négocié d'avoir un espace extérieur pour construire un chapiteau. Donc, toujours le cirque, construire un chapiteau qui était plus proche de la plage, mais après ils s'en sont un peu mieux sortis, donc ça n'a plus été d'actualité, mais c'est vrai qu'il y a toujours un peu cette question de où on se met, et là ça a été preuve de voisinage, alors quand on sait qu'il y a des pétitions même à Pigalle pour les nuisances nocturnes, donc évidemment ça peut arriver à Dieppe, et donc ils vont dans un endroit qui va être à côté d'un cinéma, du seul cinéma qui reste, un espace un peu plus grand, qui va être un petit peu en structure ronde, justement, type chapiteau. Donc, si vous voulez aller les voir, là, je crois qu'ils viennent de fermer. Si c'est pas c'est peut-être ce soir. Si vous vous dépêchez, vous aurez la dernière soirée, la soirée de fermeture de la Sirène à Barbe dans le lieu que vous voyez là. Voilà. Et ça rouvrira mi-décembre. Ok, c'est une vraie info. Ça grandisse un petit peu. Il y aura de nouveaux artistes. Bon, j'espère en tout cas qu'ils resteront en centre-ville, parce que je crois qu'à un moment donné, dans le film, vous avez vu, il y a un jeune homme qui dit « mais c'est génial, il y a le kebab, il y a le marché, ils sont sur la place publique, ils sont au milieu du monde, au milieu des gens, au milieu de la vie. » Et ça, c'est quand même excellent, quoi. Et sinon, merci pour ça, merci de montrer ça. Et puis de montrer aussi tout l'amour que ces gens se portent, et portent au monde, aux gens, en fait. C'est vachement important parce qu'il y a l'aspect communautaire des fois qui peut paraître un peu fermé sur lui-même ou refermé sur lui-même. Et justement, là, on a une ouverture à l'autre qui est hyper touchante. Enfin, je pense qu'il y a l'envie d'exister, d'être présent, de montrer, d'être soi. Et puis en même temps, il y a l'envie toujours de rencontrer l'autre, quoi. Il y a une volonté d'aller vers, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah ça oui, c'est au-delà de l'idée de mettre la marge au centre et de se mettre en plein centre-ville. Il y a aussi l'idée d'être accessible, de faire venir des personnes qui ne sont pas forcément de ces communautés-là, pour découvrir aussi qui on est, qu'est-ce qu'on a à proposer, et juste faire ensemble sans que ce soit forcément... il y a toujours des personnes qui viennent pour la beauté du geste subversif, mais tant qu'elles viennent, c'est bien. Et c'est un lieu, le cabaret, c'est un lieu d'activisme par essence, et donc c'est important de toucher des publics qui font pas partie de nos communautés, qui représentent pas qui on est sur scène, pour et du coup, pour accueillir, pour confronter aussi.
c'était hyper touchant aussi de les voir faire de la rue, en fait. Moi, je viens de la rue, Oui. je suis comédien depuis 40 ans en termes d'intervention en espace public. J'ai fait pas mal de drag queen aussi à une époque où c'était moins, on va dire, médiatique. Mais parce que j'aime provoquer sur les questions de la différence, j'aime l'agitation, l'agitation des esprits, l'agitation des consciences. Donc, du coup, et je trouvais vachement intéressant de les voir sur le pavé, au milieu, là, du coup, et en utilisant la fête populaire comme une tribune, un tremplin d'expression, avec, en fait, en se rendant compte que c'est possible. Oui, et effectivement, ça a été même le déclencheur du film. C'est qu'en fait, au départ, nous, on les connaissait. Donc, je cite aussi Nicolas Angel, le co-réalisateur, parce qu'on était deux. Hein. On a fait l'essentiel du tournage à deux, son et image. Et en fait, on avait commencé par les suivre à la foire aux harengs, à la Coquille Saint-Jacques, qu'on voit, qui est un phénomène hyper populaire. Là aussi, si vous vous dépêchez, je crois que c'est ce week-end. Hein. Je crois que c'est mi-novembre. Et on a même tourné d'une fête du hareng à l'autre foire aux harengs sur un an. Où on a fait juste des images comme ça et on l'a vu en train de provoquer les pêcheurs en disant salut les tarlouses. On s'est dit il va se faire casser la gueule, c'est sûr. Et on a été très surpris déjà par la manière dont il recevait la chose. Et dans la séquence finale, dans le brouillard, là, à la fin, c'est le quartier du Pollet, c'est le quartier ouvrier de Dieppe, c'est le quartier le plus pauvre, et où il y a ce vide-grenier là, qui a lieu chaque année. Et pareil, un événement où on ne voit pas forcément la chose se faire, mais ce qu'on constate, moi, cette journée-là, elle m'a fait mon mois, parce que j'ai vu qu'en fait, il s'agit simplement d'aller, de se confronter à l'autre, et quand on se confronte à l'autre, on s'en étonne, mais on ne devrait pas. On s'étonne de voir que ça se passe pas si mal, quoi, que ça se passe même réellement bien. Et même l'épisode avec le petit garçon, où en fait, ceux qui font du drag le savent, les enfants, quand ils sont confrontés aux enfants, les enfants adorent les drag queens parce que c'est coloré, ça brille, c'est des mamans, et qu'un enfant ne voit pas tout le contexte qui peut amener à détester une drag queen, quoi. Voilà. Ouais. Mais ça veut dire qu'on pourrait presque dire que ces films qu'on a vus là tous proposent quand même une certaine volonté d'aller vers, avec une prise de risque, forcément, parce que qu'on soit agriculteur paysan contre les bassines ou qu'on soit dans un cabaret queer, avec cette prise de risque qu'on a de s'inscrire avec une activité économique dans une ville, petite ville, voilà, avec des résonances, une histoire. Voilà, ça rapproche vachement en fait, et on se rend compte. J'ai l'impression qu'on se rend compte que collectivement, quand on arrive à faire communauté autour d'un îlot de confiance, on va dire, qui peut s'agrandir ou pas, mais quand même d'un îlot de confiance assez affirmé, incarné, en fait, ça peut se passer très très bien, même voire dans 95% des cas, très bien. Bon, après, il y a toujours des cons. Moi, je dis toujours, il y a 2% de cons vraiment dangereux. Donc, c'est pas les 45% dont on nous parle qui pourraient nous empêcher de parler. Et c'est génial. Oui, il y a peut-être un petit pourcentage de Diepois qui ignorent un peu le lieu ou qui n'y font pas spécialement attention. Mais ce qui est intéressant, c'est que Nicolas Bellenchombre, au départ, lui, il était coordinateur de 2 festivals. Il a créé le Festival de Dieppe, qui est le festival du film canadien, qui est assez connu, qui est toujours là. D'où Fabienne Thibault aussi, hein, le lien avec le Canada. Ah, okay. Puis Dieppe et le Canada, déjà, il y a une histoire. Il y a une histoire. Donc, en fait, il est un peu politique. Enfin, il est connu. Il est vraiment très connu dans ce lieu. Et quand il œuvrait, il n'était pas drag queen. Il explique qu'il l'a été pour un peu parce que il pouvait pas payer assez d'artistes. Donc, il l'a fait un peu par. Enfin, ils disent ça. Moi, je pense qu'il prenait un peu le plaisir ou qu'il y avait une envie quand même qui était là. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il avait déjà un capital sympathie, on va dire, aux yeux d'une partie des Diepois. Et donc, quand il a ouvert ça, il y a des gens qui y sont allés un peu par curiosité. Et ils ont des fans, ils ont vraiment des groupies. Il y a des gens qui vont tous les vendredis ou samedis au drag show de la Sirène. Ouais. Sur le modèle économique, donc voilà, on voit la complexité de tenir un tel lieu. Je pense que c'est le nerf de la guerre, effectivement, quelque part. Malheureusement, il faut de l'argent. Mais on voit qu'il y a énormément d'ingénierie, de complicité, qui fait que ça a tenu jusque-là. Et en tout cas, ça va continuer à tenir, je pense. C'est un peu plus. C'était très système D quand nous on a tourné. Maintenant, encore une fois, la moitié des gens qui se produisent, parce qu'ils sont très nombreux, hein, on les voit vraiment pas tous,
Et tous ne sont pas drag queens. Hein. Il y a Edgar Falzar qu'on voit à un moment donné, qui est un clown qui fait un numéro. Bon, je vous révèle rien, mais c'est vraiment un numéro pour adultes de jonglage. De jonglage sexy. Bon, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Qui peut même pas produire son numéro à Paris en fait, et qui peut à Dieppe, qui est hétéro. Enfin, il suffit juste de passer la porte et de se mettre des paillettes ou une robe, et puis on est bon. En fait, on peut. Donc c'est vrai qu'il y a des gens assez divers. Donc des professionnels, certains qui viennent de Paris ou de Rouen, et puis un peu des amateurs. Et au départ, on avait un peu le système D. On a plein d'images, par exemple un collant filé avant d'entrer sur scène, il mettait un coup de feutre noir, on avait des choses un peu comme ça, il s'échangeait des trucs. On voit Xtine, qui est une femme qui a travaillé au Club Med, qui est à la retraite maintenant, qui les aide tous les samedis et qui met des coups d'agrafe. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça d'un peu brinque-ballant. D'ailleurs, Nicolas Bellanchamp, quand il a vu la première fois le montage du film, nous a dit on a l'air un peu brinque-ballant, non, dans le film. On dit vous êtes un peu brinque-ballant. Mais c'est aussi pour ça qu'on les aime aussi. Il y a quelque chose d'un peu... Fragile. Oui, une fragilité qui est assez belle à voir. Même quand les numéros sont pas tous parfaits. Et là, on en montre assez peu, mais ils ont beaucoup d'idées, mais ils conçoivent un numéro à 14h pour le faire le soir même. Il y a une part d'impro, une part d'adaptabilité, en fait. Ouais. Peut-être que c'est aussi ce qui rassemble un peu toutes ces luttes, toutes ces possibilités de résistance. C'est-à-dire que la robustesse derrière, elle vient du fait qu'on est pas mal à pouvoir pas s'adapter, mais être dans l'adaptabilité. C'est-à-dire, en fait, il se passe des choses et on va trouver des solutions. Il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, en fait. Et on voit, pourtant, il y en a. Voilà, moins 10 000 tous les mois. J'ai bien aimé, moi, le passage où il demande aux artistes de venir en Flixbus, parce que, voilà. Donc, c'est un peu une injonction de solidarité, on va dire, à un endroit, parce que il fait entreprise. Et du coup, ouais, par rapport à ça, par rapport à l'entreprise, par rapport à comment ça évolue, ça a évolué. Tu c'est un petit peu évolué, mais il est toujours aussi. Enfin, il gère, il le dit lui-même. C'est pour ça qu'il a accepté de chanter cette chanson qu'on lui avait composée. Hein, je précise que les chansons étaient composées par nous à la toute fin du tournage, selon ce qu'on avait observé. Donc, il chante l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas un très bon gestionnaire. Donc, des fois, ça fait ça, les comptes. Mais il n'est pas autant dans la mouise qu'à l'époque. Non, il est plus à moins 10 000. Et sur l'économie aussi, les dragues souvent ont leur propre régie, achètent leur propre maquillage. Voilà, donc il y a un pot commun, et puis il y a quand même beaucoup d'artistes qui s'autofinancent, quoi. Et donc je vais me tourner vers Béton Mouillé, parce que je crois que tu fais partie de collectifs aussi, ou de choses comme ça. Il y a des choses qui résonnent dans ce que vous vivez ou pas Forcément sur les réalités économiques et matérielles, oui. Ouais. Donc, pour Tours, moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle Le Prisme, où on fait entre autres du cabaret, mais l'objet initial de l'association, c'est d'avoir un militantisme pro au travail du sexe, et entre autres on utilise le cabaret comme levier de démonstration et d'activisme, donc pour donner à voir justement des personnes travailleuses du sexe sur scène, parler de ça, et pas que. Enfin, c'est un cabaret pluridisciplinaire aussi. Nous, la différence, c'est qu'on n'a pas de lieu fixe par choix, parce que tout le monde dans le collectif n'est pas cabarettiste, et par pas envie de gérer un lieu, surtout. Ouais, c'est ça. Il y a aussi une liberté qu'on veut garder, ou oui, qu'on a peur après, de ça perdre. Nous donne une liberté, oui ou non, parce que ce qui fait qu'on est tributaire des cahiers des charges des personnes qui nous accueillent. Après, on a la chance à Tours de... On s'est dit qu'on était un collectif foutu pour se prendre des murs, et ça n'a jamais été le cas, et même on a eu plutôt des très belles propositions dans la ville. Et là, même pour nous, notre cabaret, on joue donc à l'Archipel, qui est anciennement le Winchester, et pareil, qui est en plein cœur de la ville, qui est l'entrée vers la place Plume, donc c'est vraiment un des quartiers un peu prisés pour la teuf le soir. Et c'est un lieu qui nous accueille en manifestant en soutien financier aussi sur chaque représentation. Et pour ce qui est du reste, nous, ça va être sur une économie de bout de ficelle, ou sur d'autres événements. On a un petit peu de marge, ou justement quand on est produit par des lieux, on met un petit peu de côté pour combler en autoproduction, en fait, et toujours rémunérer les artistes de la même manière, que ce soit au Bateau Ivre ou ça vous est arrivé de venir, même ça vous arrive assez souvent, je crois.
régulièrement, on va Le dire. bateau, on a pris un abonnement une fois par an on aime pour bien. notre anniversaire. On aime bien voir le prisme au bateau. D'ailleurs, le film, ce film-là, on voulait le projeter au bateau au départ. Et on aurait trop aimé le faire avec le cabaret qui débarque, c'est-à-dire paf, l'écran qui se lève et tout d'un coup, de passer de l'écran au spectacle vivant, on n'y avait qu'un pas et c'était possible. Bon, on le fera peut-être, mais Appelez-les. voilà, on le fera. L'année prochaine, on fait ça. On fait ça l'année prochaine ou pas? Bon, alors on va essayer. Hein. Oui, ils seront ravis. Et Il y a aussi une histoire que je trouve intéressante par rapport à comment le lieu infuse. Il y a un exemple intéressant, un personnage qui est un peu plus discret dans le film parce qu'il arrive un peu en milieu d'année. C'est Plexiglam, c'est la drag queen avec les bulles. Plexiglam, c'était Rémi qui bossait chez Total, qui était installé à Rouen, qui est toujours à Rouen d'ailleurs, et qui est venu voir la sirène à barbe. Il y a eu un déclic dans sa tête. C'était là, hein, évidemment, mais quand il a vu le show, il a demandé à Diva Beluga s'il pouvait proposer des numéros. Donc son premier numéro, c'était les bulles. Il avait fabriqué le truc lui-même. Voilà. Et depuis, il a lâché son boulot. Il fait ça à plein temps, donc à la sirène à barbe et ailleurs. Donc c'est un bébé sirène. Pour le coup, c'est peut-être quelqu'un qui n'aurait pas passé le cap si le lieu n'avait pas existé. excellent. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas pu trop raconter par manque de temps aussi, parce que on avait une limite de durée. Mais il a un parcours, oui, on avait quelques stagiaires qui déboulaient comme ça. Il y en a eu d'autres après. Et la danseuse aussi qui remplit les cargos, c'est assez excellent. Lily, elle fait toujours ça. Hein, elle a toujours deux boulots et elle se produit. Elle n'a pas lâché son boulot cargo. Non, elle adore les deux. C'est vachement bien ouais, c'est pas Ouais. la contradiction, mais je veux dire le grand écart, si je peux dire, vu que le grand écart est quand même assez fabuleux, quoi. Elle a commencé à 45 ans, alors qu'elle avait fait un peu de danse classique quand elle était petite, donc elle a dû un peu zérouiller, mais il y avait une envie quand même qui était là. Ouais, puis une matière aussi. Oui, bien sûr, elle a pas mal de charisme. Elle nous aide à présenter le film des fois quand on peut pas. Elle accompagne le film justement dans des endroits, ça dépend un peu après des choix, dans des endroits où on nous dit une drag queen qui va arriver, c'est peut-être pas la bonne stratégie, alors que Lily, elle incarne quelque chose d'assez concret. C'est une femme célibataire, assez autonome, très abîmée par la vie aussi. Hein. Presque tous d'ailleurs, hein. On doit peut-être le sentir. On n'est pas rentré dans l'intimité de chacun. C'est un reproche qu'on nous fait des fois, mais on s'était dit, on voulait vraiment travailler le groupe. Et Beluga qui prend un peu toute la place naturellement dans l'équipe. Mais Lily, il y a ça, il y a des blessures assez fortes. Et effectivement, elle se sert de ça, et ce qui fait qu'elle est assez intense quand on va la voir. Et qu'effectivement, elle n'a jamais fait ça, quoi. Donc c'est une espèce de... Pour elle, c'est presque une activité extrascolaire, mais qui lui prend beaucoup de temps et d'énergie. Ouais. Une histoire presque familiale aussi, hein, on en parle, et aussi dans tous ces films, on a eu aussi la démonstration de la communauté comme une autre famille, en fait. On se reconnaît, voilà. Et des fois, on n'est pas reconnu par sa famille. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui en parlent là. Oui, c'est Caravan Park, c'est assez poignant, ça. Une drague anglaise. C'est la même personne, je ne sais pas si on ne comprend pas forcément, mais c'est la même personne qui tient la boutique à Brighton. Oui, si, on l'a vu. Enfin, on le reconnaît. Qu'on aurait aimé montrer en train de performer, mais qui coûtait beaucoup trop cher. Il a chanté Les Misérables à Londres, donc c'est vraiment un super chanteur. Lui, il parle de sa famille, mais il y a une histoire aussi qui se fait un peu en parallèle entre Nicolas Bélenchon et sa famille, puisque son père et sa mère l'accompagnent dans le lieu. Là, en ce moment, c'est en travaux. Son père a repris les travaux. Ouais. Et c'est c'est la seule chose sur laquelle il nous a demandé de pas. Je vous le raconte là parce que l'essentiel était que ce ne soit pas dans le film, mais il a eu un rapport très conflictuel avec ses parents. Quand il leur a révélé son homosexualité vers 15 ans, il a dû partir de la maison, et ils se sont quasiment retrouvés grâce au lieu lui-même. Ouais. Je pense qu'ils ont compris à un moment donné que c'était là qu'ils allaient pouvoir plus ou moins retrouver leur fils. Et ça, c'est une histoire qui est assez touchante, mais sur laquelle il nous a demandé d'être discret parce qu'ils ne veulent plus parler de ça. Voilà, le sujet filmé ne veut pas en parler, on respecte ça. Mais il y a aussi une espèce de... Effectivement, il y a toute une équipe de retraités un peu autour d'eux, les amis, les ex-beaux-parents.
Jojo qu'on aperçoit, qui fait les planches, et Annick, Annick, donc sa mère, et Nati, qui est son ex-belle-mère, qui est l'autre à l'accueil, quoi, sous le lampadaire. Ah oui. Euh, Très, 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 très bon ce sketch. qui travaille à la sardinerie. On est vraiment sur un truc de famille, mais même de famille au sens littéral. Ouais, ouais. Il y a une espèce d'onde comme ça qui prend, quoi. Ouais, et qui est Ça, transgénérationnel, du coup, un peu. Ouais. Ça, c'est très visible. C'est très commun à ce qui s'est passé avec le bateau et la dimension citoyenne, mais aussi la dimension d'appropriation d'un lieu de mémoire, d'un lieu de patrimoine, mais qui se transforme et qui aura toujours besoin que les gens y viennent donner de l'amour, de la bienveillance. Et petit à petit, comme ça, on fait lieu aussi comme ça. Mais des fois, il n'y a pas besoin d'un lieu. Il y a besoin juste de se déplacer avec un groupe. Mais le lieu, quand même, l'idée c'est pour ça que moi, ça me fait presque peur qu'ils changent de lieu. Mais moi, ça me fait un petit eux. pincement parce que c'est un lieu qu'on a vu vraiment naître, puisque vraiment au départ, on le connaissait avant qu'il le crée, donc on a suivi un peu tout le processus. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est assez dilettante, pour le coup, au bon sens du terme, c'est-à-dire quand il a besoin de prendre du plaisir à faire les choses, il a besoin de ne pas subir. Il a toujours fonctionné comme ça. Donc le fait d'ouvrir les lieux, ça ne veut pas dire qu'il se mondialise, hein, on en est vraiment assez loin. Il va avoir plus d'espace de création et il a tendance à ne pas réfléchir très longtemps, en fait. Hein. En 2 mois, c'était plié. Il cédait je ne sais pas comment on dit, le bail, oui. Et voilà. Donc une nouvelle aventure qui va commencer. Une nouvelle aventure qu'on va peut-être suivre. S'il y a des questions, ouais. François, n'hésite pas. Oui, je commence. Merci Nicolas pour, je trouve un film magnifique, vraiment du point de vue de cinéma. Enfin, et tu l'as évoqué. Et je pense que c'est très important d'en parler parce que pour moi, il y a un geste. Tu filmes des gestes, tu filmes la performance, la dimension performative aussi, parfois des sentiments et des intentions justement des uns et des autres. Mais vous aussi, en tant que cinéaste, vous avez une intention brillante et qui va jusqu'à quand même une mise en scène, une création sonore. Vous avez écrit les chansons qui sont en fait dans le film. Oui. Raconte-nous un peu justement en fait. Voilà, c'est quand même un objet de création très fort aussi d'un point de vue artistique de votre part. Est-ce que c'était voulu? Est-ce que ça s'est créé chemin faisant? Comment ça s'est passé? Alors on est plutôt sur du chemin faisant. Mais en fait, Nicolas et moi, on vient de la fiction. Donc en fait, c'est notre premier documentaire. Donc tout documentariste un peu aguerri qui nous aurait vu faire, vraiment nous aurait trouvé lamentable. On était en fait au départ à les suivre, on faisait presque des archives. Et l'idée d'un film est déjà venue un peu en décalé. Et après, il a fallu trouver une méthode. Donc on a filmé beaucoup trop. On a mis du temps à comprendre. Bon, on l'a écrit après, évidemment, mais on a mis du temps à comprendre qu'il fallait pas tout filmer et qu'il fallait un peu s'organiser. Donc on a commencé à mettre en place des dispositifs, plus ou moins, mais après, nous, notre intention artistique, au départ, on voulait vraiment les observer. On voulait faire un film plus calme, hein, à vrai dire. Mais on n'a pas pu parce qu'ils ne tiennent pas en place. Et ce rythme un peu frénétique qu'a le film n'était pas notre première intention. Je crois que le plan le plus long fait 55 secondes dans le film. Mais bon, c'est comme ça. Ils avaient cette énergie-là. Et ils nous ont aussi ouvert leurs portes assez volontiers. Comme vous avez pu le remarquer, ils ne sont pas très pudiques. Donc, en fait, on a eu beaucoup de conversations aussi assez intimes, pas mal de choses où on s'est dit à un moment donné, mais c'est de la fiction, la vraie vie, en fait. On découvrait qu'on pouvait raconter une histoire avec le réel et que... je ne sais plus que c'était Nicolas Philibert, je crois, qui disait que le documentaire était la meilleure manière qu'il ait trouvé de faire de la fiction. Et on a compris un peu ce truc-là. Et pour les chansons, alors il y a 2 raisons. Il y a une raison artistique, il y a une raison un peu plus futile. Donc je commence par la raison artistique, c'est que on a commencé à filmer les performances sur scène, on filmait les spectacles, et ça marchait pas très bien, ça donnait pas très envie, alors que dans la réalité, c'était pas si mal. Mais ça faisait un peu comme du théâtre filmé. Vous voyez, quand on regarde du théâtre filmé, on n'a pas la même sensation. On s'est dit que ça ne leur rendait pas justice. Donc nous est venue l'idée de créer des séquences nous-mêmes pour les voir performer.
et de montrer au minimum ce qu'ils font sur scène, mais montrer dans la rue. Voilà. Donc il y a eu l'idée des chansons. La raison futile, mais importante, puisque c'est des producteurs, des productrices dans la salle, ils comprendront, mais tout ce qu'ils font sur scène est hors de prix. C'est du Dalida, c'est du Whitney Houston, c'est Madonna, c'est Lady Gaga. On ne peut rien prendre. Dans la séquence avec Fabienne Thibault, c'est ça. Ouais. Même dans la séquence avec Fabienne Thibault, qu'on voit, donc Fabienne Thibault, pour les plus jeunes, c'est la dame qui chantait Ziggy dans Starmania, là, et les uns contre les autres. Voilà la création de Starmania. Et il y a eu un moment donné où ils ont passé une chanson de Starmania qui se sont mis à chanter ensemble, tout en se maquillant, en se passant des perruques, en se passant de la laque. La séquence c'était très belle, et c'était Quand on n'a plus rien à perdre, qui n'est pas la plus connue, et c'était 7 000 €, je crois, les 30 secondes ou la minute, c'était le budget. Voilà. Je ne vais pas dire que c'était le budget du film quand même, mais c'est notre budget musique largement dépassé. Et donc on a dû malheureusement y renoncer, et donc effectivement on a fait nos chansons à nous, avec un musicien qui s'appelle Raphaël Bancou, qui nous a accompagnés très tôt. L'autre Nicolas vient plutôt de la comédie musicale, donc on va dire que ça a été un peu sa partie, c'est un musicien avec lequel il avait travaillé. On a juste fait après le travail de parolier ensemble. Et après, on a, pour le coup, c'est les seules séquences du film qui sont faites avec une équipe entière, avec chef-op, ingé son. Et pour ceux que ça intéresse, si c'est intéressant, on a aussi travaillé là, comme ils ne sont pas chanteurs aussi, à part Sweetie Bonbon, qui est une formation de conservatoire, qui danse, qui fait du piano et qui chante. Tous les autres, aucun autre ne fait du live sur scène, ou pas tous en tout cas. Et donc il les a fait travailler. Il a créé des musiques qui respectaient un peu leur tessiture. Pour ceux qui avaient plus de mal, on était sur du chanter-parler un peu. On trouvait des solutions. Mais comme on voulait les laisser assez libres, on a tourné les séquences avec des oreillettes, c'est-à-dire qu'on a pris leur voix directe au micro pour qu'ils se permettent des impros ou même des fausses notes. On ne voulait pas faire un playback, donc ils avaient des oreillettes avec la musique et ils chantaient dans le silence, ce qui nous a permis aussi de créer plein de choses ensuite au mixage et de donner un peu plus d'ampleur aux séquences. Voilà. Donc ça a été... C'est vrai que c'est super. Du coup, il y a une rencontre artistique aussi, alors. Oui, une rencontre artistique. Entre le réel et la fiction, mais aussi entre une équipe cinématographique et eux. Ouais. Et eux, ouais. Parce qu'ils font pas d'image normalement. Ils sont pas acteurs. Nicolas, merci. J'ai beaucoup aimé ton film. Merci. Ma question rejoint un peu celle de Marika, malheureusement. Mais alors j'ai surtout aimé les séquences de présentation générique en mode super-héros. Oui. Années 80, je trouvais ça génial avec le petit pixel là, enfin les petits points. Oui, merci là. Florian. Très très beau, très très beau. Ah ouais. Oui, parce que en fait, ce truc-là est arrivé aussi parce que au départ, nous on voulait vraiment faire les portraits des gens de l'équipe, mais c'est vraiment Beluga et Lily qui prenaient. Beluga prend toute la place, dans tous les sens du terme, et a cette espèce de charisme aussi qui fait que c'était son histoire qui a mangé les autres. On a des personnages comme Alonso ou Sweetie Bonbon qui sont des gens extrêmement pudiques malgré pudiques. Oui, en retrait quand il s'agit de parler d'eux, et très expansifs quand on les filme au quotidien. Donc on s'est dit à un moment donné, on va présenter un peu la galerie de personnages, la famille, mais on pouvait pas, on n'avait ni la place ni à un moment donné l'envie de rentrer dans la vie de chacun, c'était pas possible. Et donc ces petites vignettes là genre super-héros nous a plu. Ouais. Ouais. Et pour la lumière de vos séquences filmées qui sont très bien faites, hein, les moments, la lumière, c'était son régisseur. D'ailleurs, est-ce qu'il est encore là? Alors le régisseur, il a changé. Le barbu avec les cheveux longs. Ouais, il est parti. Aurélien. Il est resté longtemps, lui. Ok. Il n'a pas démérité pendant. Il est resté 3 ans. Les appels au Toki depuis la loge, sans s'il te plaît, sans merci, sans rien. Ouais, voilà, c'est ça. Et nous, on avait une équipe avec un chef opérateur et un assistant et toute une équipe qui nous a. On a fait toutes les chansons sur une journée, donc ils ont été plutôt.
Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que même dans un contexte de tournage auquel ils sont moins habitués, c'est vraiment des enfants. C'est-à-dire qu'on a tourné ça le dimanche, ils avaient joué le vendredi et le samedi soir en se couchant à 4h du matin, et nous on les convoquait à 9h pour chanter toute la journée. Sweetie, il avait plus sa voix, c'était un peu compliqué. Mais dès qu'il y avait un nouveau truc à faire, il courait dans les loges. C'était pratique, on avait tous les costumes. Et je pense qu'ils auraient pu ne jamais s'arrêter, ils étaient increvables. Ça, c'était assez intéressant à voir, cette espèce de goût du jeu qu'on a au cinéma aussi. Je crois que ça fait partie de leur vie, le goût du jeu. On le voit aussi quand ils font les courses ou quand ils incarnent ce qu'ils sont, en fait. Ouais. Ça, c'est super fort. Puis des fois, on a des séquences dans des endroits un peu pourris, avec peu de monde. Et l'enthousiasme est le même. Ça aussi, je trouve ça assez admirable. Des questions? Sinon, moi, j'en ai une. Moi, je voudrais bien revenir sur se montrer. Parce que ce qui me frappe, alors, oui, on se fait casser la gueule, c'est aussi pour toi, Béton Mouillé, ils se font casser la gueule, il y a l'abruti avec le bidon d'essence, mais ce qui est vraiment frappant, c'est que sur le port, comme tu dis, ils vont se faire détruire et tout, salut les tarlouses, mais en fait, les gens, ils s'amusent, et il y a une espèce de réception qui est juste incroyable. Et je ne sais pas ce que tu en penses, Béton Mouillé, mais moi, ça m'a rappelé un peu la cérémonie des JO, vous vous souvenez, sur le banquet, les femmes à barbe, les couilles et tout, et c'était tellement incroyable. Et le lendemain, je me suis dit, mais comment en fait les Français ils ont reçu ça? Et j'ai fait plein de petits tests, de la sociologie sauvage auprès de vieux, de gros bourrins, etc. Et les gens, on me disaient, mais c'était génial. Mais quelle fierté de voir tout ça. Alors évidemment il y a l'intolérance, évidemment il y a la violence, mais est-ce qu'il n'y a pas dans se montrer une espèce d'immense espoir autour de ça, Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, se montrer, une envie de se montrer perpétuelle, même, mais particulièrement quand ils sont en drague, justement. Diva Beluga, sur scène, dit des insanités tout le temps, mais il n'oserait pas. Il dit souvent qu'il n'oserait pas dire dans la vie tout ce qu'il dit en Beluga. Donc il y a vraiment une transformation. Ça le protège aussi, certainement. On casse peut-être pas la gueule à une drag queen. Je ne sais pas. Lui, en tout cas, quand il s'est fait agresser, il n'était pas drag queen et il avait. Mais peut-être que si. Je pas m'avancer. Mais oui. Et puis après, il y a aussi un truc de l'ordre de l'échange. C'est assez touchant quand on voit des drags parler donner des conseils maquillage à des femmes. On a l'exemple à un moment donné avec Lily. On essaie de nous joindre. Ces échanges des fois qui peuvent être assez genre les conseils beauté d'une drag queen qui maîtrise mieux le maquillage que voilà, il y a des petits échanges comme ça qui peuvent se faire, mais il y a un sens du spectacle aussi que les gens aiment en fait, littéralement. C'est-à-dire qu'à un moment donné on a le travestissement, je ne sais pas si on dit encore ça, on parlait de transformiste à l'époque et maintenant on parle du drag qui est quelque chose d'un peu plus spécifique. Ce qui marche, c'est que pour moi, ça se rapproche, et je te laisse en dire peut-être plus après, parce que je suis moins spécialiste, mais ça se rapproche pour moi un peu de l'art du clown, qui est un art où on part de ses propres fragilités pour créer son personnage, quoi. L'art du clown, voire même l'art du bouffon. Oui. Parce qu'il y a une histoire de contre-pouvoir et de... Enfin, il y a de la dérision aussi. Je te laisse répondre. Oui, puis sur cet art-là, de toute façon, il y a plein de maquillages de drag queen ou de créatures de cabaret qui sont très codifiés clown aussi. Il y a énormément de perméabilité entre les deux. Et après, sur l'idée de se montrer, les drag queens se font quand même agresser, même en drag queen, mais je pense que dans l'espace public, c'est presque plus simple de prendre la parole en étant en personnage, parce qu'on est en personnage justement, et ça rejoint un peu ce que Beluga disait. Les personnages de cabaret, c'est des alters, donc, contrairement à du théâtre où on nous donne un rôle qu'on a interprété. Là c'est quand même nos créations, donc ça parle de nous effectivement, et on peut se permettre de faire des choses qu'on pourrait pas disons dans la société civile, quoi. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi avec les JO, c'est que là, du coup, il y a un message
militant certes, mais c'est dans le cadre d'un spectacle et de divertissement. Donc il y a déjà un filtre qui se met, et les personnes qui nous voient, même dans l'espace public, sont dans un rôle de spectateur et pas de citoyen à citoyen. Donc, je pense que c'est plus... Et après, voilà, y a pas c'est pas une science exacte non plus, mais c'est moins... En tout cas, moi, je me sens plus confortable à prendre la parole en étant en personnage que moi, une personne trans dans la rue, où là, je me sens beaucoup plus en danger, mais parce que tous les artifices du spectacle donnent du pouvoir aussi. Enfin, être sur scène, c'est avoir aussi beaucoup de pouvoir et avoir la parole. Par ailleurs, quand on n'est plus en drague, en fait, là, ou en créature, la visibilité pour une minorité est dangereuse et restera toujours dangereuse. Donc la scène est intéressante aussi pour ça, parce que ça nous permet de porter des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement, je pense. En tout cas, de manière moins sécurisante dans ce que moi je ressens. Mais là, si on revient sur l'agression par rapport à l'agression qui a été commise lors du tournage. Oui. Lors du Il y tournage. en a eu d'autres, mais c'est la fois où on était là. Est-ce que ça correspond au moment où, en fait, le cabaret commence à aller sur la rue, c'est-à-dire, mais de nuit? Enfin, on n'est plus du tout dans la même config, quoi. C'est-à-dire que je crois que ça vient après le fait qu'ils essayent de transformer l'espace pour avoir plus d'espace, pour continuer le spectacle, après le spectacle, pour que les gens restent, pour faire de l'économie, en gros. Et à ce moment-là, ça commence à prendre Effectivement, plus ça concordait avec le moment où il y a eu l'after show, hein, comme il le raconte, où ils ont décidé de prolonger la soirée. Ça devenait le lieu à Dieppe, d'où les nuisances sonores après. Et le lieu à Dieppe ouvert le plus tard, je crois jusqu'à 2h le vendredi et le samedi. Donc peut-être effectivement on sortait d'un espace privé, privé. Où tu arrivais sur du public, mais là, tout d'un coup, la violence peut s'exprimer parce qu'il fait nuit. Et puis que ça se fait. Oui, que ça déborde. Tout d'un coup, ça déborde, ça se fait. Voilà, c'est ça. Après, ils ont eu des cas de gens qui sont rentrés dans le cabaret pour en découdre. Il y en a eu aussi. Ouais, quand même. D'accord. Du docker. Des gitans plutôt. Mais bon, après, peu importe, c'est simplement qu'il y a quelque chose qui... Alors les dockers, c'est intéressant que tu abordes la question parce que, par exemple, il y a quand le film est passé à la télé, il y a quelqu'un qui était en Bretagne, bon, j'ai pas exactement ça m'a été raconté, mais quelqu'un qui a vu le film sur France Télé, qui est venu à la Sirène à Barbe. Il était capitaine, il travaillait dans la marine, et il s'est identifié un peu à Lily. Il était homosexuel, et il racontait que dès qu'il y avait des arbres de Noël ou des galettes des rois, des choses comme ça, il ne venait pas avec son compagnon. Et il est venu au cabaret en allant voir Lily, vraiment pour lui parler à elle spécifiquement. Il avait besoin de parler de ça, donc d'une espèce de monde dans lequel c'est un petit peu compliqué d'être gay, et qui... voilà, il y a des petites ouvertures qui sont faites comme ça, qui nous font assez plaisir, en fait. On peut faire le pont, créer la passerelle. Ce pont et cette passerelle avec justement, non pas les dockers, mais là en l'occurrence un partenaire aussi du festival qui a travaillé aussi, et on le sent dans le film, dans ce que vous venez de dire, sur ces manières de créer du lien, de sortir effectivement des espaces aussi protecteurs qu'ils soient, comme peut l'être un cinéma, avec les gens qu'on a l'habitude d'y voir. L'important aussi, c'est de savoir y accueillir des gens qu'on n'a pas l'habitude, effectivement, d'y voir. Le cinéma, le documentaire doit se poser ces questions-là, puisque parfois, on a vraiment l'impression de cet entre-soi. Mais justement, pour le festival, on a travaillé avec une association formidable qui s'appelle Passerelle Ciné. Passerelle Ciné qui fait ce travail justement d'aller ouvrir le cinéma au public effectivement empêché, en difficulté socialement, ou parce qu'en établissement médicalisé, etc. Émilie, merci pour ce travail, puisqu'on a eu 2 séances aujourd'hui, 2 films médiatisés, c'est-à-dire avec des ateliers de médiation grâce à Passerelle Ciné, les Reines du Palace ce matin, les Un Paese di Resistencia cet après-midi. Émilie, si tu veux justement dire un mot sur pourquoi en fait finalement faire ce travail-là, justement ce que tu évoques aussi de voir des performances d'un cabaret à celle d'un cinéma au final. Déjà, je voulais vous remercier parce que le film m'a beaucoup émue. Enfin, vraiment, je l'ai trouvé super. Merci beaucoup.
Déjà, c'est super important tout ce que ça dit, et j'ai aussi beaucoup aimé le fait de parler du lieu de culture, de le garder ouvert, toutes les difficultés que ça a engendré au niveau associatif. C'est des difficultés qu'on a aussi et qu'on voit aussi chez des partenaires sociaux ou médico-sociaux où c'est très important d'amener la culture et où ça peut aussi être difficile pour des questions notamment financières. Oui. Donc voilà, pour nous c'était très important de faire partie de ce festival et d'accompagner des films via des ateliers de médiation. Donc on en est très heureux. Je suis encore un peu dans le film, donc je ne sais pas si ce que je dis ça fait sens. Ça vous donne envie de continuer ? Ça me donne envie de continuer, tout à fait. Et voilà. J'ai trouvé le film très accessible. J'ai beaucoup aimé le fait que ça s'ouvre, qu'il n'y ait pas forcément que cette idée communautaire dont vous parliez, qu'il avait envie d'ouvrir à d'autres personnes. Tout ça, ça se sent beaucoup dans le film. Et comme c'est quelque chose que nous, on essaie de faire au quotidien avec le cinéma, de décloisonner, de passer au-dessus des préjugés, tout ça, je trouve que la visibilité, c'est essentiel. Donc là, c'est très bien. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot ? J'ai ma bénévole avec moi, Claudie, qui vient du social. Juste ce que je voulais dire par rapport au film, c'est que j'ai eu l'impression que ça avait été fait presque pour les supporter. C'est-à-dire, il y a un tel élan, je trouve, il y a une forme d'amour dans la façon technique que vous avez eue d'accompagner ces personnes. Et j'ai trouvé ça super. Et en plus, très équilibré sur le côté, justement, on voit, comment dirais-je, le côté un peu interne de ce que vivent ces personnes, et en même temps, il y a une ouverture et avec un équilibre populaire, et il n'y a pas d'entre-soi, alors que le film montre quand même un groupe qui fait famille, mais n'empêche qu'il n'y a pas d'entre-soi. Et du coup, je pense que ça essaime le côté... on arrête les barrières. Donc, moi, j'ai trouvé ça pertinent, vraiment. Ouais. Mais là, pour le coup, on a vraiment suivi le sillon tracé par Nicolas Bellenchombre, qui, lui, vient d'un milieu assez populaire et qui a eu un peu une sorte de complexe de classe à un moment donné, qui est parti à Paris, qui a essayé d'aller dans les beaux lieux, qui a fréquenté un peu le milieu du cinéma et qui a voulu retourner chez lui en se disant que sa place n'était pas... à Paris. Donc je crois qu'il a gardé un peu cette volonté de tout en mettant des fois sur scène des références assez pointues. Il met du John Waters. Il essaie d'essaimer effectivement par-ci par-là dans le spectacle des références littéraires ou peut-être moins connues, et de mélanger ça effectivement avec des numéros avec Abba, avec Dalida. Je reviens à tout ce qui coûte un peu cher quand on fait. Ils payent un forfait, ils ont le droit. Voilà, et de mélanger tout ça et d'impression d'avoir vu des fois des performances un peu étranges, et puis puis après des shows comme ça très voilà, où tout le monde se lève et tape dans les mains. C'est aussi ça, ça finit souvent comme ça aussi. Ouais, puis c'est la force de ce format aussi, c'est que vu que c'est pluridisciplinaire par essence, le cabaret, du coup il y a plein de numéros différents, donc ils font appel à des références différentes, donc ça peut brasser aussi. Ça, on peut avoir à la fois Cyndi Lauper et Philippe Glass dans la même représentation, et du coup ça va taper quand même sur des univers différents, même au sein du public. Donc ça, on fait aussi des formes parfois un peu plus accessibles que oui, une forme théâtrale unique ou un genre spécifique. Complètement. On touche à la diversité en fait. Et on n'est plus du tout dans l'aspect communautaire refermé sur lui-même, qui parfois arrive, par défense aussi, mais, ou radicalisation aussi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, je trouve, à travers la question que vous avez posée, j'ai envie de dire que, et là je voulais revenir sur le FUR, c'est-à-dire un festival des utopies réelles, qui sont aujourd'hui les utopies rebelles, mais demain, quand ils reviendront, ce sera les utopies, on ne sait pas encore. À chaque année, son thème. Et ce que je veux dire, c'est qu'on voit que le documentaire, en fait, c'est un moyen, en tout cas, de créer des passerelles entre des univers, entre des thématiques, entre des engagements, entre des gens, en fait, entre des sociétés aussi, entre des cultures. Donc,
je crois que c'est un truc qu'il faut qu'on travaille. Et du coup, moi, ça me donne envie de dire que moi, à Tours, en fait, on est une ville d'images, beaucoup. On joue beaucoup sur l'image. Il y a beaucoup d'endroits où ça projette. Si on parle de la Cinémathèque, si on parle de... Enfin, je ne vais pas tous les citer. Il y a plein de festivals qui projettent des films. Et je crois qu'il faut qu'on travaille plus ensemble. Donc, il faut qu'on crée des passerelles et qu'on aille par l'image questionner la société dans laquelle on vit. Merci au FUR. Ouais, non, mais merci à toi. Quelle belle conclusion. Merci Nicolas pour ton film. Merci Béton Mouillé. Je peux ajouter un tout petit chose, juste pour l'anecdote, parce que je pense que c'est le bon endroit pour alerter là-dessus, vraiment en validant tout ce que tu viens de dire. Quand le film a été aidé entre autres par la région Normandie, et quand on attribue des subventions pour les films, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des commissions de lecture qui sont des commissions de professionnels qui lisent, qui choisissent les films qu'ils veulent aider. Et après, tout ça est validé par les élus. Et pour les Sirènes de Dieppe, on n'est pas les seuls dans ce cas, mais au moment de passer par les élus, il y a une membre de la commission permanente, une élue Reconquête, donc c'est Éric Zemmour, qui n'a pas validé le film, sans l'avoir lu évidemment. À quoi bon ? Elle a vu des drag queens sur la photo et elle a tweeté, elle s'est même permise de tweeter que Reconquête s'opposerait toujours au financement de ce type de film, je cite. Et ça commence un petit peu à se répandre, c'est-à-dire que quand les politiques veulent créer des commissions intermédiaires pour bloquer l'attribution des subventions. Donc l'ingérence de l'extrême droite dans les bureaux régionaux, alors notamment en PACA, mais donc en Normandie, elle était minoritaire, elle n'a pas empêché le financement du film, mais méfiance. Enfin, je dis ça, je pense que voilà, je ferai des convertis, mais dire que c'est un nouveau problème qui arrive. Il y a des fois, maintenant notamment en PACA, des politiques qui veulent créer des commissions intermédiaires pour valider les films. Si ça parle de la Palestine et notamment des questions LGBT, ça bloque souvent. Voilà. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose de qu'est-ce qu'on décide de visibiliser ou pas, donc de financer ou pas. Et il se joue exactement cet enjeu-là dans les financements des films ou des documentaires. Ce qui veut dire que, et on l'a vu avec le film juste avant, ça veut dire qu'en tant que citoyen, on doit s'organiser, on doit se faire confiance, on doit prendre des risques, mais c'est en fait pas des vrais risques. Enfin, c'est ce qu'on voudrait nous faire croire, mais le risque de s'aimer, de se parler, de communiquer les uns avec les autres, d'être ensemble, de créer du lien, de créer de l'activité, de l'aventure, de l'imaginaire, du commun. Vous voyez ce que je veux dire ? L'aventure, il y a un texte de Jean Kelevitch qui est super. L'aventure, le sérieux, l'ennui. Oui, allons-y. Allons nous ennuyer. Soyons robustes avec toutes ces choses-là parce que, en fait, on l'est. Et on va peut-être pouvoir insuffler une autre manière de faire action publique et action sociale et action dans tous les sens. C'est remettre le politique là où il doit être, c'est-à-dire dans l'écoute et pas dans la décision. C'est pas lui qui va décider. On est capable d'expertise. On est capable, ensemble, quand on y croit, de tenir des lieux, de tenir des engagements et d'aller dans des perspectives communes. Donc continuons avec le FUR, continuons avec le prisme, continuons avec le documentaire, continuons avec tous, et surtout la joie. Gardez la joie. Et on voudrait nous faire croire que ce monde est triste. Je crois que le chantier est magnifique. Bravo. Merci, bravo.